Alors, Monsieur Mallard, bonjour. Bonjour Monsieur Kawaki. Merci pour avoir répondu présent à cette interview. Vous êtes candidat dans la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Vous Mhm. représentez le Parti animaliste. Est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours professionnel et votre parcours politique, s'il vous plaît? Oui, exactement. Je vous remercie beaucoup. Alors moi, je m'appelle donc Jean-Ludwig Mallard. J'ai 38 ans. Au niveau de mon parcours professionnel, je suis responsable projet douane et transport. J'ai 16 ans d'expérience dans les transports internationaux, principalement maritimes et aériens. Pas de transport d'animaux. Je suis originaire du Loiret, donc c'est un département avec une richesse assez diverse, touristique, énergétique, industrielle, étudiante. Et j'ai été un peu expatrié à l'étranger dans le cadre de ma profession. Et je suis en Seine-Saint-Denis, j'habite en Seine-Saint-Denis depuis maintenant une douzaine d'années, D'accord. et à Pavillon-sous-Bois. Donc je suis pavillonné. D'accord. Euh, voilà. Alors, Concernant. Oui, je vous oui. écoute. Alors, vous avez parlé de votre parcours professionnel, mais Oui. une question me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui vous Mhm. a poussé à entrer dans le parti animaliste et quel est votre rôle au sein de ce parti? Ok, alors je suis membre dans le du parti animaliste depuis maintenant 3 ans. Donc c'est un parti jeune qui a 5 ans et demi d'existence. Moi, je suis un militant actif depuis, on va dire, la dernière campagne présidentielle. Où on avait le projet d'avoir Hélène Touy candidate avec les 500 parrainages. Ma rencontre avec le parti animaliste, c'est un peu une rencontre logique, euh, car je suis apolitique de base. Ma philosophie, c'est un petit peu les personnes a vraiment le monopole de la vérité. Je reprends un peu souvent une phrase de Jean-François Revel, l'idéologie, c'est un peu ce qui pense à votre place, ou les idéologies. Je suis assez sensible, j'ai toujours été sensible à la condition, à la cause animale, et je suis quand même habité un peu d'un sentiment d'injustice fort de tout ce qu'on fait vivre aux animaux. Pour reprendre aussi une autre phrase de Victor Hugo qu'on connaît tous, surtout dans ce monde animal, c'est que l'enfer n'existe pas pour les animaux, hein, ils y sont déjà. Donc, c'est ces trois, on va dire, aspects majeurs, l'aspect transpartisan, cause animale et vraiment injustice qui m'ont fait finalement rentrer dans ce parti animaliste. Alors, sans rentrer trop dans le détail, quel est au sein du parti animaliste les grandes lignes du programme en termes d'économie, en termes de vision sociétale, en termes de loi, puisque à l'Assemblée nationale, c'est là où on va légiférer, si je puis dire. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les grandes lignes de ce parti? Oui, alors on a plusieurs grandes lignes dans notre programme qui est consultable sur Internet, qui a le titre Sauver les animaux et nous sauver nous-mêmes. On a 14 grandes lignes. Par contre, on est un parti monothématique. On a politisé la question animale, donc on est vraiment monothématique sur la condition animale. Donc nos grandes lignes, on va dire, on a une grande ligne pour les autres parties, c'est la condition animale, mais dedans, on a 14 grandes lignes principales. Je ne vais peut-être pas vous détailler l'ensemble de ces lignes-là, mais bon, l'essentiel, c'est de normer, de légaliser en fait davantage la condition animale, la protection animale, la normer, et ça passe par une représentation à l'Assemblée nationale. D'où l'intérêt en fait de candidater, de faire connaître ce parti. C'est notre deuxième participation législative. On s'était déjà présenté il y a 5 ans, 6 mois après l'existence de ce parti-là. On avait à peu près 140 candidats et candidates, et là, on en a un peu plus de 400. Voilà. D'accord. Alors, on sait que le parti animaliste refuse de se positionner sur l'échiquier en termes de gauche ou de droite, ou du centre d'ailleurs, mais vous, personnellement, vraiment à titre personnel, vous présentez plus à gauche, à droite, au centre? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à vos sensibilités qui vous sont propres, hein, et pas par rapport à votre parti? Oui, bien sûr. C'est très simple, hein. Donc, comme je vous en ai fait part un peu dans ma présentation, moi, je me considère, on va dire, en politique, on va dire, plutôt transpartisan, on va dire. Je considère que chaque parti a des bonnes propositions. Il y a du bon et du mauvais un peu partout. Moi, je me considère, on va dire, progressiste, hein. Je prône assez la tolérance au sens large, le respect envers autrui, la justice, hein. On le sait tous, il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. Donc, c'est vraiment la justice, c'est un élément capital, fondamental. C'est de là que peut s'effondrer ou se renforcer la confiance. Et
pour répondre vraiment à votre question, voilà, je suis ni de gauche, ni de centre, ni de droite. Mais moi, on va dire un peu comme le parti animaliste, je souhaite que les partis, aussi bien centre, droite, gauche, extrême aussi au pluriel, prennent notre programme, le prennent en considération, le respectent, nous permettent d'avancer sur la cause animale. Mais moi, personnellement, on va dire, c'est pour ça que ça a été une rencontre logique, comme je vous dis, je suis ni gauche, droite ou centre. D'accord. Alors, on va aborder quelques sujets d'actualité, de société, deux ou trois, et vous allez me dire si vous êtes pour, contre, ou si la question est assez ouverte, quelle est votre position par rapport à ce sujet précis. Alors, venons-en d'abord à la situation sanitaire et à un dispositif qui a été mis en place l'année dernière, donc le pass sanitaire, qui est devenu ensuite un pass vaccinal, donc c'est-à-dire obligation, quasi-obligation pour les adolescents jusqu'aux adultes de se vacciner pour participer à une partie de la société finalement, c'est-à-dire pour faire du sport, obtenir des soins, etc. Est-ce que vous, personnellement, vous positionnez pour ou contre ce dispositif? Et est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit maintenu? Est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit abrogé? Voilà, on voulait savoir un peu plus quelle était votre position par rapport à ce dispositif. Oui, bien sûr. Alors bon, moi, je parle aussi avant tout au nom du parti animaliste, hein, comme je dis, qui est vraiment monothématique, hein. On se positionne sur tout ce qui est thématique en lien direct ou indirect avec la question animale. Donc, je vais un petit peu vous décevoir parce que je ne vais pas pouvoir prendre de partir, hein. J'expliquerai après pourquoi. Après, moi, personnellement, tout ce que je peux dire, c'est de suivre un peu le bon sens scientifique, hein. Les scientifiques tout ce qui est virologue, épidémiologie, sont suffisamment qualifiés. La seule chose que je peux dire, c'est que des fois, c'est dommage parce que ça tombe dans un débat politique un petit peu tendu et du coup, chacun essaie un peu de récupérer pour son électorat, voilà, et on va dire certaines explications, certains chiffres, ce qui peut être dommage. Moi, je suis surtout voilà, pour prôner un petit peu le bon sens et la raison avant toute chose et surtout la protection des gens. Mais comme on est vraiment monothématique, c'est aussi pour ça que pour pas diluer, on va dire, la question animale et pas perdre la visibilité de ceux qui veulent voilà, voter pour la condition animale, on ne se positionne pas, on va dire, sur ces démarches-là. Alors, deuxième sujet, par rapport à l'abattage rituel. Donc, il y a l'abattage cachère, mais il y a surtout l'abattage halal qui Mhm. revient souvent sur le devant de la scène. On a par exemple vu dans certaines circonscriptions de la Seine-Saint-Denis avec des candidats de partis de premier plan mettre en avant le fait qu'il y avait de la viande halal pour les personnes qui le souhaitaient ou alors des plats végétariens pour ceux qui ne voulaient pas manger de la viande. Comment vous positionnez, vous, par rapport à cet abattage, sachant que dans la Seine-Saint-Denis, il y a quand même une forte communauté musulmane. Mhm. euh, une partie de cette communauté est assez favorable à cet abattage Mhm. rituel, mais ça gêne une partie de la population pour des motifs divers et variés. L'un des motifs, c'est que l'abattage rituel, hein, comme le nom l'indique, il y a une certaine souffrance pour l'animal, hein, il est égorgé conscient, si je puis dire. Est-ce que vous, ça vous choque, ce type d'abattage, et est-ce que vous êtes pour son interdiction? Oui, alors moi, comme nous, hein, comme tous les animalistes, la souffrance animale nous choque. Et pas que moi et les animalistes, hein. Il y a quand même, voilà, c'est le communiqué de presse que j'avais fait la semaine dernière, j'avais repris comment je veux dire, des sondages importants où à peu près 80% de la population française est choquée de voir de la souffrance animale. Euh, Nous, en fait, le parti animaliste, hein, on veut avant tout interdire les pratiques les plus génératrices en fait de souffrance. C'est ça le plus important. Par exemple, donc les rites, hein, l'exemple de la mise à mort sans étourdissement préalable, peu importe la raison, qu'elle soit économique ou religieuse, nous, on veut vraiment interdire les pratiques génératrices de souffrance maximale. Faut savoir que dans le circuit court, en fait, en France, alors, abattre un animal sans étourdissement, c'est illégal. Sauf que l'exception rituelle, enfin, le rite fait exception, en fait. Et donc, du coup, dans les circuits standards, hein, de vente, on peut retrouver de la viande où des animaux ont été abattus sans étourdissement pour des questions voilà, sous couvert
cette exception rituelle, parce que c'est une raison, et c'est économiquement moins onéreux, en fait, c'est moins onéreux d'abattre sans étourdissement. Donc, il y a en France actuellement plus d'animaux qui ont été tués, en fait, sans étourdissement, que la demande actuelle cachère et halal qui est en France. Mais nous, on est vraiment pour abolir les pratiques les plus génératrices de souffrance. On va même au-delà des rites. On ne s'attaque pas et on ne prend pas de position sur des religions. On n'a pas la compétence, ce n'est pas dans notre ADN, ce n'est pas notre objectif. Nous, on va vraiment au-delà. On prend par exemple les animaux, l'exemple des animaux aquatiques aussi, les poussins broyés, les canetons pour le foie gras, qui eux sont abattus sans insensibilisation. Donc nous, on est vraiment sur l'abolissement de ces pratiques-là, vraiment au sens large. D'accord. Alors, un autre point, alors c'était un sujet d'actualité à Aulnay-sous-Bois il y a encore quelques années. Il y avait des cirques qui s'installaient notamment sur le secteur du Vélodrome. Et dans ces cirques, il y avait l'utilisation d'animaux. Donc ça peut être des grands prédateurs comme les lions, mais ça peut être également des chevaux ou autres animaux pour faire des numéros, pour distraire les personnes. On a eu un débat sur All Cap avec des lecteurs qui se disaient choqués de l'utilisation de ces animaux dans les cirques, et à l'inverse, des responsables de cirque qui nous disent sans les animaux, un cirque n'est plus un cirque, c'est un cabaret en quelque sorte, et ça pourrait mettre à mal leur activité. Vous, si vous venez au pouvoir, parti animaliste, est-ce que vous allez interdire les cirques d'utiliser des animaux? Oui, alors oui, nous, si on arrive au pouvoir, c'est un de nos objectifs. On est pour l'interdiction, enfin, on souhaite interdire les animaux dans les cirques, bien entendu. Alors, c'est surtout que tout ce qui est divertissement, loisir, ça ne doit pas être, on va dire, l'occasion de maltraiter, de faire souffrir un animal, de ne pas respecter aussi ses conditions biologiques. Ça peut générer des traumatismes. Donc voilà, on est pour cette interdiction-là. Faut savoir aussi qu'il y a eu des sondages qui sont sortis. Par exemple, j'ai en mémoire un sondage, je crois, IFOP de 2021, je crois. Je pourrais vous resouter la source sans aucun problème. On a à peu près 68% des Français qui sont favorables à l'interdiction, en fait, de l'utilisation déjà de certains animaux sauvages dans les cirques. Donc du coup, on est vraiment sur une logique démocratique aussi. Et puis, pas besoin en fait d'être un expert, d'être un éthologue ou d'être un scientifique abouti pour voir quand un animal souffre ou un animal n'est pas heureux ou un animal s'ennuie en fait. Donc, on est pour arrêter de se divertir en fait en considérant les animaux comme des ressources à notre disposition tout simplement. Alors, oui, oui, je rajouterais aussi, le mot interdiction vient, on n'est pas un parti où on veut faire de l'interdiction, de la privation. On a des projets d'accompagnement. On sait que derrière, des gens vivent de ces animaux-là. Donc, il y a des reconversions qui peuvent être échangées. Il y a aussi des cirques, ça existe aussi en France, des cirques avec des animaux par exemple virtuels. Le cirque, c'est pas aussi que des animaux, il y a aussi de l'acrobatie et autres. Donc, il y a des échanges qui doivent être poursuivis, qui sont déjà en cours, pour justement accompagner. Voilà, c'est vraiment cet accompagnement-là. Donc, il y aurait une négociation, une discussion avec les professionnels du métier pour Exactement. voir comment, peut-être qu'avec sans les animaux, le prix d'entrée au cirque, ce serait peut-être moindre et forcément, il y aurait peut-être plus de spectateurs. En fait, c'est peut-être aussi je dirais une négociation au cas par cas, sachant que voilà, il y a quand même une inquiétude parmi les professionnels du cirque, sachant qu'avec la crise sanitaire, les confinements successifs, etc., ce milieu a été durement touché. Et il y a également un point important, ce que ces professionnels nous ont reporté, c'est qu'il y a en Seine-Saint-Denis, mais également ailleurs, il y a de plus en plus de terrains construits, si bien que les cirques ne peuvent plus s'installer. C'est le cas d'ailleurs donc à Aulnay-sous-Bois. Et voilà, c'était juste une question. Donc, ce qu'on comprend, c'est que oui, pour l'interdiction de l'utilisation des animaux dans les cirques, mais pas pour l'interdiction des cirques, bien entendu, et un accompagnement pour permettre à ces professionnels de pouvoir subsister de leurs activités. Voilà, exactement. C'est vraiment le mot accompagnement, plus que négociation, comme vous avez souligné.
Nous, l'animalisme, c'est un peu une extension de l'humanisme. Hein. On est, comment dire, on comprend les besoins des gens. On est là pour voilà, aussi les accompagner, faire évoluer cette considération-là. Alors, il y a aussi un point important, alors ça ne touche pas la Seine-Saint-Denis, en tout cas pas encore, c'est depuis quelques décennies, voire 1 ou 2 décennies, les grands prédateurs sont revenus en France, hein, ils ont été exterminés par les humains. Le dernier loup avait été tué dans les années 30. L'ours avait dû disparaître un peu avant ou un peu après dans les Pyrénées. Depuis, ces 2 grands prédateurs se sont alors soit on était soit introduits artificiellement comme l'ours, soit se sont réintroduits naturellement depuis l'Italie. Exactement. Et le loup continue son expansion, arrive au centre de la France, est arrivé également dans l'Est. On en a vu en Bourgogne apparemment, il n'y a pas longtemps. Ça gêne une grande partie des éleveurs. C'est un sujet d'angoisse pour certains. Pourtant, le loup fait partie pas de la chaîne alimentaire, mais de l'écosystème finalement. Hein. C'est ce qui permet de réguler certaines espèces de manière naturelle. Vous, si vous venez au pouvoir, est-ce que vous laisseriez le loup et l'ours, hein, dans une moindre mesure, prospérer sur le territoire? C'est-à-dire que si jamais demain une colonie de loups venait à s'introduire en Seine-et-Marne, par exemple, non loin des habitations, donc des premières habitations, est-ce que vous laisseriez, donc, vous protégeriez toujours cette espèce, hein, qui est toujours une espèce menacée, hein, notamment en France, ou est-ce que vous souhaiteriez la contrôler, c'est-à-dire faire un abattage de certaines espèces, enfin de certains individus pour contrôler l'évolution de la population, ou est-ce que, au contraire, vous allez dire, comme certains chasseurs ou certains éleveurs, dire, finalement, la place des loups, c'est soit dans un parc, soit dans un zoo. Voilà. Quelle est votre position par rapport à ça? Oui, bien sûr, c'est important. Alors, en plus que le loup et l'ours, c'est aussi le lynx qu'on parle un peu moins, mais qui est aussi un grand prédateur qui a été réduit à vraiment peau de chagrin en France. Et vous avez souligné un point important, on n'a pas réintroduit le loup. Le loup n'a pas de, pour revenir au loup, il n'a pas de passeport. Il a franchi lui-même les Alpes et il est revenu ou il est venu sur la terre de certains de ses ancêtres. Euh, c'est surtout, voilà, à un moment donné, les réintroductions, surtout pour les ours, hein, mais l'introduction, le passage de l'ours, c'est qu'à un moment donné, nous, l'être humain, l'homme, on avait déjà fait des méfaits. Hein, donc, c'est un peu logique, en fait. Hein, la nature a a ses propres règles aussi. Euh, Nous, on est contre l'abattage de loups, hein, forcément, parce qu'on est contre la souffrance animale. Il est logique, en fait, de rendre un petit peu à la nature et à l'animal ce qui lui a appartenu. C'est pas parce que nous, humains, on a maintenant comment je veux dire, des obligations, des besoins différents, qu'on urbanise un peu plus, etc., on doit anéantir ou restreindre ces animaux-là. Le loup, c'est aussi, on a aussi peur du. Alors, par définition, ça s'applique pour tout. Hein. L'être humain, nous, on a peur de ce que l'on ne connaît pas. Le loup, on ne le connaît peut-être pas assez, même si, voilà, enfin, même si des associations à l'école, on apprend pas mal de choses. Le loup, c'est encore le méchant qu'on a dans les contes pour les enfants. C'est aussi les anciennes légendes. Le loup s'attaque très peu à l'homme, hein, très très peu. Donc, nous, on est encore une fois pour la discussion. Il y a des éleveurs qui sont. Alors, on est pour les enquêtes quand il y a des loups qui peuvent être accusés. Hein. On est pour rechercher encore une fois des alternatives, hein, des techniques d'effarouchement, des clôtures. Alors, le loup est aussi intelligent. Le loup fait partie de tous ces mammifères intelligents qui savent s'adapter. Hein. On a aussi des chiens de berger qui sont plus efficaces que des clôtures, par exemple. Donc, nous, on est plus pour voilà, euh, discuter intelligemment pour trouver des solutions alternatives, mais pas abattre le loup. Le loup a comme vous l'avez dit, il a son équilibre. Hein, il chasse du petit gibier, voilà, il participe à la sélection naturelle, il participe à beaucoup de choses. Il a un équilibre. Voilà. La nature, il permet de réguler. Hein. C'est un argument qui revient souvent chez les chasseurs. Les chasseurs régulent parce qu'il n'y a plus de prédateurs comparé à 2 siècles auparavant, par exemple. Tout à Donc fait. voilà. Alors, maintenant, si vous devenez député, quelle serait pour vous
les 3 sujets prioritaires que vous souhaiteriez travailler en tant que député. Donc, quels sont les 3 sujets prioritaires pour vous sur lesquels vous souhaiteriez contribuer, que ce soit en termes de législation ou que ce soit en termes de débat vis-à-vis du gouvernement ou par rapport donc à vos convictions et à votre parti? Alors voilà, par rapport à mes convictions et à mon parti, alors moi personnellement, il y a vraiment, pour répondre à votre question sur on va dire les 3 priorités, moi, me concernant, mais ça va dépendre aussi du parti, c'est vraiment la fin de l'élevage, l'interdiction de la chasse, et puis la végétalisation, la transition, végétale. Concernant la fin de l'élevage, alors surtout l'élevage intensif, nous, on s'inscrit, surtout le parti humaniste, hein, sur une évolution de la société, qui prend, on va dire, en compte les intérêts de l'ensemble des individus, hein, des animaux qui sont sentients, hein, qui sont sensibles, hein, qui sont intelligents, qui ressentent la douleur, qui ont des émotions. Mais on veut procéder par étapes. Alors, on sait que la fin de l'élevage ne peut pas se mettre en place demain, ni après-demain, ni dans un mois. On veut procéder par étapes, en mettant d'abord fin aux pratiques, hein, les plus génératrices, comme pour revenir à la question précédente, hein, de souffrance, mais surtout perpétré en élevage, hein, pas à l'abattage, là en souffrance, donc tout ce qui est castration à vif, tout ce qui est meulage de dents, tout ce qui est pointage de bec et cornage, hein, des techniques douloureuses qui, des fois, bien souvent, n'ont pas lieu sous anesthésie. Euh, donc, on veut promouvoir une transition d'un modèle agricole vers des alternatives végétales. Encore une fois, en accompagnant ces éleveurs en reconversion, on est dans l'humain, hein. Les animaux et les humains sur, sont ensemble, hein, ils font route ensemble. On ne promet pas les autres formes d'élevage, hein. On veut vraiment arrêter l'élevage intensif, mais ce n'est pas pour autant qu'on veut promouvoir les autres formes de l'élevage, hein. Les élevages de petite échelle, comme on peut dire des élevages voilà, de paysans traditionnels, et ben, on ne considère pas pour autant les animaux comme des êtres doués de sensibilité. Donc, c'est vraiment la fin de l'élevage. Et puis, il y a aussi beaucoup de gaspillage, hein, de ressources alimentaires qui permettent. Alors, il y a une question qui vient à l'esprit, c'est par rapport à vos propos. Donc, mettre fin à l'élevage intensif, donc Oui. si on partait sur un élevage je dirais qui respecte plus la condition animale, Mhm. forcément, ça va augmenter les coûts, mais forcément, ça rendrait la viande, entre guillemets, française plus chère que celle qui est générée à l'étranger, que ce Oui. soit dans le reste de l'Union européenne, mais également d'Amérique du Sud, où là, la viande est vraiment bon marché. Pour protéger les exploitations françaises, est-ce que vous souhaiteriez également appliquer une sorte de taxe à l'importation par rapport aux pays qui ne respecteraient pas la condition animale? En fait, la question plutôt sous-jacente, c'est comment vous feriez pour protéger les exploitations françaises si on impose donc de respecter plus la condition animale, forcément les prix vont augmenter. Mais si à l'étranger, il n'y a pas je dirais si c'est dissymétrique entre Mhm. guillemets, forcément il y avoir un déséquilibre et les Français, forcément, vont acheter le moins cher et vont acheter à l'étranger et pourraient entre guillemets, excusez-moi l'expression, plomber les exploitations françaises. Comment vous souhaiteriez les protéger dans ce cas-là, ces exploitants? Ah, alors, deux choses, voilà. Sur la partie taxation, voilà, de produits animaux, hein, de viande animale, de poissons, de l'étranger, j'avoue pas assez maîtriser ce point-là. Donc, si vous voulez, je pourrais un peu plus gratter et vous envoyer un communiqué de presse sur ce point si vous le D'accord. désirez. Après, sur le côté, c'est vrai que si on produit moins de viande, forcément, le prix va augmenter, hein, forcément. Mais nous, à côté, on veut vraiment aussi faire une transition végétale qui m'est chère. Il y a un potentiel économique quand même qui est important en France, hein. La France, c'est aussi un pays où on a beaucoup d'idées, on sait évoluer, on sait s'adapter, on a sans arrêt voilà, des startups ou des jeunes créateurs, créatrices qui ont des nouvelles idées. La transition végétale, en fait, permet en fait d'apporter des alternatives fiables. En fait, du coup, actuellement, pour faire 1 kilo de protéines animales, on produit 7 kilos de protéines végétales. Donc, il y a quand même une perdition importante. On peut réaffecter les subventions d'élevage à l'agriculture végétale, par exemple, faire des incitations fiscales et autres.
mieux valoriser les cultures maraîchères et légumineuses locales, par exemple. Tout ça sur une économie d'échelle, une production d'un volume assez conséquent, on pourra qu'offrir une alternative végétale qui sera moindre. En fait, la viande est plus chère hein, que manger des produits à base de céréales, de légumineuses et autres. Donc finalement, le pouvoir d'achat, si les Français retrouvent, et en plus on l'est encore, on va dire, entre guillemets, peut-être à la préhistoire des alternatives végétales pour les gens qui n'ont pas encore, qui mangent encore de la viande, enfin des animaux en fait. Euh, euh, sur du très court terme, on peut avoir des produits, déjà dans les supermarchés actuellement, qui ont des saveurs similaires. Si la demande augmente et que la production augmente, on peut tirer les prix vers le bas. Après, les gens, on va dire à isopérimètre sur le prix, s'ils retrouvent une alimentation de qualité moins chère, ils n'iront pas forcément à tout prix acheter de la viande animale qui vient de l'étranger. Alors après, c'est à mettre entre guillemets, il faut aussi étudier les comportements, etc., etc. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Oui. Comme toutes les personnes interviewées hein, pour cette campagne des législatives 2022, on vous propose de nous adresser votre mot de la fin. Donc, le mot de la fin à nos lecteurs, aux personnes qui vont visionner cette vidéo, hein, qu'elles soient des pavillons sous bois, de Bondy Sud-Est ou d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, donc vous avez 2-3 minutes pour vous exprimer, pour nous adresser votre mot de la fin. D'accord. Bah, moi, en fait, c'est assez simple. Ce que je peux dire à tous ces habitants de cette 10e circonscription, c'est vraiment de saisir ce rendez-vous historique. Vraiment avoir l'audace de faire entrer la voix de ces animaux, hein, de ces êtres vivants qui peuvent s'exprimer dans les urnes, afin d'alerter vraiment sur la cruauté qu'ils subissent quotidiennement pour notre plaisir, en fait. Aussi, c'est ce que je dis aussi sur le terrain, de faire bouger les lignes hein, politiques. Moi, après, personnellement, je veux les rassurer. Hein, la politique et l'Assemblée nationale ne me font pas peur. Je suis une personne de défi, je suis un responsable de projets complexes. Les conflits ne me font pas peur. Je sais gérer la pression pour avoir travaillé aussi avec des clients grands comptes, des institutionnels assez rigoureux. Je cherche avant tout, on va dire, à échanger, à découvrir, à comprendre aussi avant de décider rationnellement, toujours via un prisme de bon sens et de bienveillance, de proximité aussi. Hein. Et puis, ce que je peux dire, voter pour moi, c'est un peu une évolution humaine faite d'altruisme. C'est prendre la parole de ceux qui ne le peuvent pas. C'est dépasser les sujets politiques récurrents qu'on entend depuis quelques années, voire quelques décennies. C'est aller au-delà. Et pour moi et ma suppléante, d'ailleurs, hein, Audrey Ferreira, voilà, on a besoin de vous. Prouvons que l'être humain en fait, est capable du meilleur. Voilà. Ce serait mon mot de la fin à tous ces habitants. Monsieur Maillard, merci. Ok, écoutez, je vous remercie.